Euh, et bien, à présent, je vois qu'il... ah oui, nous avons les slides par défaut, mais je vais me mettre en présenteur, comme ça, Je vais vous d'abord allez... juste, Peter, je vais juste prendre la parole juste une petite minute pour faire quelques rappels aux Ah participants, si oui, ça vous ok, dérange pas. Merci, Peter. excusez-moi. Oui. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est Constance qui vous parle. Bienvenue à ce webinaire Salesforce par 2. Donc déjà, je tenais à vous dire que ça fait déjà 25 jours que la compétition a commencé. Il en reste plus que 40. Ça va très vite passer. Donc, allez-y à fond. Vous allez voir que le temps va vraiment se restreindre petit à petit. Et n'hésitez pas surtout à nous poser des questions, à nous dire si jamais vous avez des difficultés au niveau de la technique, du design ou autre. On est là pour ça. Je tiens aussi à vous rappeler que ce week-end, pour les Parisiens, il y aura le hackathon MBF2 samedi et dimanche, où il y aura en fait des représentants du Castor et de Salesforce pour répondre à vos questions et vous donner un petit coup de main. Demain, nous avons le webinar de Motwin qui aura lieu de 13h à 14h, qui sera animé par Alex. Vous avez toujours la chaîne YouTube où vous pouvez retrouver tous les webinars qui ont déjà été enregistrés, comme celui d'aujourd'hui par exemple. N'oubliez pas d'utiliser Slack. Personnellement, je suis disponible de 9h à 19h pour répondre à vos questions. Mais il y a aussi des coachs dev, design et autres qui sont aussi là pour vous aider. Et on vous le répète encore une fois, organisé par Orange Partner, PSA, Peugeot Citroën, Salesforce Exi et nos en partenariat avec Deezer, Motwin, Uber et Zenpark. Aujourd'hui, nous avons Peter Chitouf et Raouf Emmer qui participent à ce webinaire. On aura d'abord une présentation de Peter et ensuite, vous pourrez poser vos questions à Raouf. Donc maintenant, Peter, je vous laisse la parole. Les questions peuvent aussi être posées dans le chat, hein, dans la question, dans la petite fenêtre pendant que Peter parle. Exactement. Oui, merci beaucoup Constance et je suis désolé, j'ai complètement oublié comment ça va dérouler. De toute façon, merci à tout le monde pour avoir assisté à ce webinaire pour MBF2 par rapport aux technologies Salesforce. Bon, je m'appelle Peter Chitham, comme Constance a dit, et je suis accompagné par Ralph Emmer. Moi, je suis une partie de l'équipe de relations développeurs chez Salesforce. Si vous voulez me suivre sur Twitter, voici mon nom de Twitter. Et puis aussi, j'ai un compte de GitHub avec un certain nombre des exemples sur Salesforce aussi, github.com/pchitham. Ralph, il est une partie de notre équipe technique. Ralph, est-ce que tu veux t'introduire peut-être? Oui, moi je suis architecte chez Salesforce et je travaille spécifiquement sur nos solutions plateforme, c'est-à-dire sur Heroku et sur Force.com, mais aussi tous les services qui sont présentés et présents dans la plateforme. Ils composent notre offre globale. Donc je suis architecte avant-vente sur ce sujet. Super, merci beaucoup. Avant de continuer, nous avons toujours ce slide de Safe Harbor. Ça veut dire simplement n'achète rien qui n'est pas déjà dans la partie disponible dans Salesforce. Et s'il y a quelque chose qui est en bêta ou pilot, on ne peut pas rassurer que ça va jamais exister vraiment dans la plateforme. Donc oui, faites vos achats à ceux qui existent déjà. Bon, Ralph, il a fait un très bon webinaire il y a à peu près 2 semaines maintenant, avec beaucoup de choses par rapport à Salesforce. Et juste deux petites choses pour se souvenir comment c'est fait pour commencer avec Salesforce. Il y a un compte développeur de Salesforce. C'est disponible ici, developer.salesforce.com/signup. Il faut s'enregistrer, ça coûte rien, bien sûr. Et voilà, la seule chose, c'est que le nom d'utilisateur doit être unique
dans tout le monde de Salesforce. Et normalement, je fais une petite démo. Moi, bon, Peter Chidham, puis Chidham at salesforce.com. Oui, Salesforce. Je suis dans le Royaume-Uni. Voilà, donc le nom d'utilisateur, c'est ici, ça doit ressembler à une adresse email, mais ça ne doit pas être une adresse email. Donc, par exemple, moi, Peter at mbf2.demo, ça va marcher parce que ça ressemble à une adresse email. Puis, bien sûr, je fais le recapture. Il faut cocher la case à cocher. Excusez-moi, mon mail, c'est là parce que je dois avoir le email ici. Et normalement, ça doit marcher. Ça dure peut-être 2, 3, 4 minutes pour mettre en place une nouvelle environnement de Salesforce. C'est très facile à faire parce qu'en fait, nous avons une architecture multi-tenant. Il faut simplement copier un peu de métadonnées pour dire à nos serveurs qu'il y a un nouvel environnement de Salesforce. Bon, voilà, je vais laisser ça en place et je continue. Pour un compte de Heroku, à présent, bon, Heroku, Salesforce, c'est la même société, mais à présent, il y a deux comptes. C'est un petit peu parce que il y a deux moyens pour payer pour les services de Salesforce et Heroku. Mais de toute façon, il faut avoir les deux si vous voulez créer une solution qui est une partie Heroku, une partie Salesforce. Ici, c'est heroku.com, saisir, cliquer sur Sign Up et puis saisir les informations là-bas. Et voilà, bon, les comptes de Heroku, ça coûte rien aussi si on est développeur, mais il faut donner une carte de crédit. C'est simplement si vous utilisez trop de services pendant le mois, on va normalement demander un peu d'argent, bien sûr, mais de toute façon, pour développer, pour une hackathon, pour un projet comme ça, il ne faut pas payer. Et voilà. Pour apprendre les technologies, j'ai mis deux, trois de mes tutoriels préférés. Trailhead, c'est une tutoriel en ligne. Donc developer.salesforce.com/trailhead. C'est très commode parce que on suit une tutoriel en ligne et puis on fait quelque chose en force.com et puis on clique un bouton et ça va vous dire si vous avez réussi ou pas. Il y a beaucoup d'autres choses sur developer.salesforce.com. Pour Heroku, moi je préfère la tutoriel de mon collègue qui s'appelle John Stevenson. Il y a un tutoriel agileforce.co.uk Heroku-workshop. Et ici, vous pouvez suivre les étapes pour commencer à avoir une application très simple sur Heroku. Moi, je vais montrer cette tutoriel un petit peu plus tard. Pour les développeurs de Heroku, il y a aussi devcenter.heroku.com. Bon, si on retourne sur force.com, une chose qui est très importante, c'est la gestion de vos fichiers, de vos projets de force.com. Et en fait, lorsqu'on a développement, une organisation, un environnement pour développement, il y a deux, trois choses qui sont très importantes de faire par rapport à rendre l'environnement plus facile à utiliser pour développeurs. Nous avons chez force.com une plateforme pour les applications entreprises et ça veut dire avoir une plateforme qui est bien sécurisée. Comme ça, normalement, on vous donne pas accès à la plateforme sans avoir
mot de passe, nom d'utilisateur, mais il y a aussi des autres des autres configurations, des autres paramètres de sécurité qui sont importants. Et pour faire le développement, il y a aussi des environnements de développeurs, les IDE. Les deux préférés sont Eclipse IDE et Sublime Text 3. Chacun, il y a un plugin qui est très connu dans la communauté de Salesforce. Le plugin pour Eclipse, c'est un plugin que nous faisons chez nous. Force.com IDE, et voici le lien pour y aller sur developer.salesforce.com. Le plugin de Sublime Text 3, c'est fait par une partenaire qui s'appelle Maven's Consulting. Ça s'appelle Maven's Mate. Et le nom, ça vient parce que d'origine, les développeurs de Maven's Mate étaient des grands développeurs de Python, je crois. Donc, ils aimaient bien, ou peut-être c'est Ruby, ils aimaient bien TextMate. Et voici pourquoi Maven's Mate. Mais si vous allez sur le lien mavensmate.com, vous pouvez télécharger. En fait, pour le IDE, ce qu'il faut faire, c'est de se connecter à l'environnement de Salesforce et puis on télécharge un certain nombre de fichiers qui correspondent à la configuration, à la paramétrage, aux customisations, le code, tout ce qui existe pour un projet de force.com. Après avoir téléchargé ces fichiers, il y aura bien sûr un dossier qui s'appelle SRC normalement, et dedans vous allez trouver tous les fichiers qui correspondent à la fonctionnalité de force.com. Donc peut-être il y a un dossier qui s'appelle Classes, et voici la code Apex, notre dossier qui s'appelle Objects, ce sont la modèle de données. Et ce qui existe dans le projet local, ça dépend simplement sur le contenu d'un autre fichier qui s'appelle package.xml. C'est ici où on peut trouver quelles sont les parties de la configuration de la code de Salesforce que cet projet doit accéder pour modifier. Puis, tous les IDE, normalement, il y a tous les IDE, normalement, ce qui va se passer, c'est lorsqu'on fait une modification locale, lorsqu'on clique sur enregistrer, ça va aussi enregistrer et compiler au serveur. Quelque chose qui est très important sur force.com, c'est que tout le code est compilé chez Salesforce dans les serveurs. Il n'y a pas de compilation locale, il n'y a que de compilation à Salesforce. Une partie de la raison pour ça, c'est que nous allons faire aussi une test pour voir quelles sont les parties de configuration qui sont référées dans le code. Ça veut dire si j'accède à un objet, un champ, il y a une référence qui va exister et on ne peut pas modifier le nom, même le type de données de cet champ, sauf que si c'est pas encore utilisé dans la code. Et puis, s'il y a 2-3 environnements, on peut aussi déployer dans un autre environnement. Par exemple, j'ai mon environnement de development. Je fais tout mon travail dans development et puis je peux déployer dans test ou production. Et comme ça, vous pouvez utiliser 2-3 environnements de Salesforce. Chaque développeur a son environnement où il a ses modifications locales et puis vous pouvez utiliser une repositoire centralisé comme GitHub pour vos modifications et puis vous pouvez déployer dans un environnement de Salesforce Production ou Test pour faire pour voir si toutes les modifications de tous les développeurs vont marcher ensemble.
Bon, j'ai voulu montrer un petit peu de cette partie de développement. Je vais voir première chose si j'ai. Ah oui, voici Login Confirmation. Donc voici le nouvel environnement là, que je viens de faire. Oui, voilà, MBF2 Demo. Donc je clique sur le lien, ça va me relancer. Je dois modifier mon mot de passe. Bon, je vais mentir un petit peu. Et voilà. Ok, donc voici l'environnement. J'ai rien fait avec cet environnement. Il est tout neuf. Non, pas de tout. Et voilà. Donc, quelles sont les modifications qui sont essentielles, à mon avis, pour commencer à modifier cet environnement? Dans le menu Security Controls, une chose qui va le rendre beaucoup plus facile, c'est de ne pas laisser les mots de passe expirer. Donc, mot de passe expires in never. Et voilà. Et une chose qui est importante, si vous choisissez France, la France pour le pays, euh, l'environnement sera en français normalement. Donc vous allez pas voir setup, vous allez voir configuration par exemple. Voilà, je vais enregistrer cette modification. Non, pas de mise en jour à présent. Et puis, Session Settings, une chose qui va le rendre plus facile, c'est de laisser les sessions être actives depuis 12 heures. Donc, ça veut dire que je peux continuer de faire les modifications, je peux aller au déjeuner, je peux revenir et je vais pas être, mon session sera encore active. Bon, voilà. Deux choses qui sont, à mon avis, euh, des choses un peu importantes pour que ça soit plus facile. Euh, la dernière chose, c'est de rendre disponible à la monde entière l'accès. Ça veut dire que chaque fois que j'ai fait une login chez Salesforce, ce qui va se passer, c'est que je viens ici, My Settings, Personal, reset my security token et je dois utiliser cet token pour accéder à Salesforce avec un outil de API. Sauf que je peux modifier ça. Ok. Je dois pas avoir. Ok. Je dois pas accéder à email, pas encore. Tous mes collègues en Californie sont en train de se réveiller. Bon, si je vais à Advanced User Details, je peux voir mon profil comme utilisateur. Donc voilà, voici le nom d'utilisateur. Mon profil, c'est System Administrator. Je vais dedans et puis je vais un petit peu en bas pour trouver Login IP Ranges. Je peux saisir dedans 0, 0, 0, 0. Donc je peux comme ça ouvrir je veux ouvrir cet environnement à tout l'internet et ça va me laisser accéder avec l'API sans token. On peut même voir si je reviens sur My Settings Personal, il n'y a plus de menu pour Security Token.
Donc comme ça, je peux me connecter, je peux créer un projet avec mon IDE préféré. Parlons de IDE. Bon, j'ai ici Sublime Text 3 et avec Sublime Text 3, j'ai installé aussi Maven's Mate. Donc Maven's Mate, c'est la partie où je fais la gestion de tous mes projets de force.com. Et celui-là, c'est un exemple d'un projet force.com dans un autre environnement que j'utilise déjà. Et package.xml, XML, on peut voir tout le contenu qui correspond à ce que je vois ici dans le projet. Donc, on peut voir bien classes. Il y a plusieurs classes de Apex dedans. Et on peut même voir que dans package.xml, j'ai décidé d'utiliser toutes les classes dans ce projet. Pour une autre qui s'appelle Custom Objects, ça veut dire le modèle de données, j'ai choisi ici un certain nombre d'objets que je vais utiliser, mais les autres, je n'utilise pas. Si je vais ici, Maven's Mate Project, Edit Project, on peut bien voir que les métadonnées de projet, c'est précisé dans ce menu. Voici Custom Object et on voit bien que voici les objets personnalisés lesquels je peux utiliser ou pas. Peut-être que je veux Hotel par exemple. Je peux choisir celui-là, Update Project. Ça va télécharger ce que je viens de modifier et ça va modifier le contenu de projet. Ça va aussi modifier ce qu'il y a dans package.xml. Et voilà, ça continue. Et j'espère bien que ça n'a pas planté, mais on va voir. S'il y a des soucis, c'est pas grave, mais et voilà. Donc, c'est tout fini maintenant. On peut voir bien que Hotel est maintenant dans package.xml. Je viens ici dans Objet et voici Hotel. Si je clique dans le fichier pour l'objet, ça veut dire le modèle de données, on peut voir tout le paramétrage qui correspond à cet objet. C'est pas très grand, il n'y a pas beaucoup de champs. Par exemple, ici, il y a Hotel Name, par exemple. Il n'y a pas beaucoup d'autres champs. Location, mais c'est tout. OK? Si je veux déployer dans l'organisation que je viens de créer, je peux venir ici, Deploy to Server. Je dois faire une connexion, donc ici, Deployment Name, Hotel Only, seulement Hotel. Je décoche la case à cocher, Valid at mbf2.demo et puis mon mot de passe. Je vais créer une connexion, ça va vérifier que j'ai bien connecté avec mon mot de passe. Voilà, c'est bien fait. Maintenant, je peux venir ici sur les métadonnées. Je clique non et je peux simplement déployer Custom Objects. Je peux choisir Hotel, Deploy to Server. Je ne sais pas s'il y a des dépendances entre Hotel et quelque chose d'autre, mais je vais voir. Ça va durer un petit peu de temps. Et voilà, succès. Si je viens maintenant dans mon organisation, ma nouvelle organisation, le voilà. Je reviens ici dans la configuration ou setup en anglais. Create objects aux talents. Mais pourquoi pas? C'est un peu bizarre. Finish deploy to server. Donc il m'a dit bon, ça marche, ça va marcher.
Et voilà, succès. Et maintenant, normalement, on aura le nouvel objet. Le voilà. OK? Donc, pour avoir la modèle de données, les customisations, la code, tous les codes, tout ce qui existe dans mon projet de force.com, le moyen plus facile, c'est d'avoir un IDE d'utiliser pour ces modifications. OK, bon, je continue. La prochaine chose que j'ai voulu passer un peu de temps, c'est sur la modèle de données et un petit peu sur la moyen de faire les recherches du modèle de données. C'est une langue qui s'appelle SOQL, S-O-Q-L, pour Salesforce Object Query Language. Donc, une petite revue. Ce sont des choses que lesquelles Ralph a parlé. S-Object, ça veut dire la modèle de données. Ça ressemble beaucoup à une table d'une base de données. Il y a des choses qui existent automatiquement comme l'interface, mobilité, sécurité et aussi les API. Il y a des objets standards, par exemple compte et contact correspond à une organisation ou une entreprise et une contact, ça veut dire une personne. Et puis, il y a toujours des champs standards parce que la modèle de données, c'est standardisé par rapport aux clés étrangères et aussi les champs qui correspondent à la création et la modification des données comme created by et last modified by. Tout la modèle de données est extensible. Ça veut dire même les objets personnalisés, même les objets standards comme compte et les objets personnalisés, on peut modifier avec des nouvelles champs, les relations, etc. Si on a quelque chose personnalisé, le suffixe de underscore underscore C, c'est normal pour un objet personnalisé ou un champ personnalisé. On peut voir les relations dans quelque chose qui s'appelle le Schema Browser ou Schema Builder. Et c'est pour les relations, c'est un peu différent. Les jointures d'une base de données de RDBMS sont normalement faites à la temps de recherche. Mais chez force.com, il faut définir ou paramétrer les champs de relation avant. Ça veut dire les jointures sont faites dans les métadonnées. Bon, les types de relations, il y a deux types de relations, lookup et master detail. Ils sont un peu différents entre s'ils sont nullable, est-ce qu'on peut supprimer les données, l'accès aux enregistrements de filiales, et puis combien de champs de relation peuvent exister. Dans lookup, c'est un peu plus flexible. C'est pas toujours nullable. On peut le modifier. Et pour la suppression d'un enregistrement, pour les enregistrements relatifs, on peut préciser comment ça va marcher. On peut faire une cascade, on peut bloquer la suppression des champs pour bloquer les orphelins. Il y a les règles de partage chez Salesforce sont indépendantes entre le parent et les enfants. Et on peut avoir 25 de champs de relation de lookup. Master Detail, c'est un peu plus fort comme relation. On peut jamais avoir une champ de relation master detail qui est vide. Ça veut dire qu'il y a toujours une valeur relative. Pour la suppression des données parents, les enfants sont toujours supprimés aussi. Et si on a accès à l'enregistrement parent, on aura accès aux enregistrements enfants aussi. Avec Master Detail, on peut avoir que deux champs de relation. Bon, juste pour voir cet exemple,
je vais venir ici, et ça c'est une autre organisation, et voici Schema Browser. Donc voici un exemple de deux objets, Workshop et Room. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un champ de relation entre les deux. Donc Room, ici, c'est le champ de relation entre Workshop et Room, et on peut voir une relation d'un enregistrement à plusieurs. Donc, ça va changer le moyen qu'on peut utiliser pour faire une recherche. Et avec cette champ de relation, on peut faire des recherches. On peut faire une recherche, une requête de base de données pour avoir plusieurs enregistrements de parents et enfants. Et en fait, c'est un peu comme avoir une jointure automatique. Ou pas automatique, mais une jointure qui est déjà précisée, déjà paramétrée. On peut voir comment ça marche dans l'interface. On voit ici Workshops. Et Workshops, il y a Room. Même si je vais dans l'objet Rooms, je peux voir une salle et des workshops là-bas. Ce qui est intéressant, c'est que on peut voir bien, bon, voici l'application mobile de Salesforce One. Et ici, si je vais dans les standards, les objets ou l'interface standard, on peut voir Rooms. Et voici Beach 3. Et le voilà. Et on peut voir Workshops. Et voilà, donc tout ça, c'est l'interface standard qui vient avec les objets, avec les relations. Il fallait pas du tout, moi je devais faire pas du tout de code pour avoir toute cette partie de l'interface Salesforce One. Bon, mais peut-être vous allez faire une intégration entre Salesforce et une application mobile peut-être. Qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir cette intégration avec des recherches, les requêtes de SOQL. SOQL, Salesforce Object Query Language, ça ressemble beaucoup à SQL. C'est le moyen de faire les requêtes aux bases de données pour les objets de Salesforce. Ça se voit en Apex, les outils de développeurs et aussi les API. Tous les moyens pour accéder aux données utilisent SOQL pour l'accès aux bases de données. SOQL, ça ressemble beaucoup à SQL, mais il y a des différences très importantes. Et il y a des pratiques qu'on peut utiliser pour que ça soit plus facile à utiliser SOQL. Donc en fait, ça va ressembler un petit peu comme ça. Donc ça va commencer à ressembler à quelque chose qu'on connaît, mais peut-être le plus qu'on regarde, le plus que ça va être un peu bizarre. Voici un exemple de SOQL. Select ID, name, capacity from room _ C, where capacity is greater than 10. Donc, ça ressemble beaucoup à SQL. Le syntaxe, c'est très similaire. Il y a des index, donc par exemple, capacity, c'est un champ personnalisé. Même c'est un champ personnalisé pour les chiffres, pour les numéros. Mais on peut mettre en place les index pour que la requête soit plus vite. On utilise les transactions, il y a les déclencheurs. Donc tout ça existe chez la base de données Salesforce. Ce qui est un peu différent, une chose qui gêne de temps en temps les développeurs qui sont nouveaux chez Salesforce, il n'y a pas de select star. Select star, c'est quelque chose qui est très paresseux. Moi aussi, je l'ai fait, mais ce n'est pas un moyen d'avoir une requête qui est bien performante. Donc, on ne vous laisse pas l'utiliser.
Il n'y a pas de view, une technologie de view, ça n'existe pas, mais il y a des moyens qu'on peut affecter quelque chose comme ça. C'est plutôt la relation qu'on a créée dans les métadonnées. Il y a une limite du nombre des index. Sockle, c'est pas, on ne peut pas modifier les données avec Sockle. Et comme j'ai dit autrefois, les modifications du modèle de données sont protégées. En fait, les objets de Salesforce ne sont pas vraiment les tables. Nous avons cet environnement multi-tenant. Les métadonnées sont le moyen d'avoir l'intégrité référentielle. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Il y a aussi l'utilisation des requêtes. C'est contrôlé. Il y a des limites qu'on peut utiliser pour les requêtes de API. Il y a des limites aussi si on utilise la code Apex. Donc, par exemple, si j'ai ces deux objets-là, Room et Workshop, je mets en place un champ de relation pour avoir la relation à un Room, un enregistrement de Room pour plusieurs de Workshop. Dans l'objet de Workshop, il y aura un champ de relation qui s'appelle room _ C. Mais en même temps, ce champ, c'est un champ réel où le type de données, c'est un identifiant. Ça, c'est un type de données vrai de Salesforce. Mais il y a aussi un champ virtuel qui s'appelle room _ R. Et le type de données, c'est en fait l'objet room _ C. Donc, c'est un peu comme avoir, si vous êtes des développeurs des technologies orientées aux objets, c'est un peu comme avoir une référence en temps réel d'un objet de room. En même temps, il y a un autre champ virtuel qui s'appelle workshops _ R. Ça veut dire pluriel. Donc ici, c'est un champ virtuel où le type de données, c'est une liste de l'autre objet. Donc, si je mets en place un champ, room _ C, il y a les trois choses qui vont exister en runtime. Comme ça, je peux faire les requêtes comme ça. Select ID, virgule name, virgule room, virgule, room _ R, point ID, et la même chose, point capacité _ C. Donc, ça veut dire le résultat de ce requête va ressembler à ça. J'ai ID, name, room _ C, mais aussi room _ R sera un objet avec les champs ID et capacité. Et pour chaque enregistrement de workshop, ça va exister un autre enregistrement de room. Je peux faire une requête dans l'autre sens aussi. Je peux faire une requête de room et entre parenthèses, select ID, virgule name, virgule, parenthèse, select ID, virgule status, _ C, from workshops _ R. Et ici, la requête va me rendre une array, une liste des enregistrements workshops. Je peux même utiliser le _ R pour la partie where de la requête, donc seulement rendre les enregistrements de workshop où l'enregistrement room relative a une capacité de plus de 8. Et comme ça, nous aurons simplement seulement les enregistrements de workshop
où il y a une chambre et où la capacité est plus que 8. Enfin, il y a un moyen où on peut utiliser la logique des serveurs Salesforce pour faire les agrégations de données. Je peux faire une select count, select max et group by. Et comme ça, on a un résultat où on utilise une alias pour le résultat. Donc, select count of IDs, combien de rooms, et la maximum capacité, max room capacity, et comme ça, nous avons les enregistrements comme ça. Bon, voilà. Je crois que le temps est un peu tard, donc j'ai des exemples dans les slides et je vais aussi laisser ces slides à Constance pour que vous pouvez tout voir sur SlideShare. Donc, je vais laisser la démo à ce moment pour continuer et parler un petit peu de Heroku. Heroku, c'est très différent que Force.com. Heroku, c'est en fait un moyen de faire Platform as a Service où vous pouvez créer une application dans votre langue préférée. Et la vraie différence entre Heroku et Salesforce, c'est le moyen de, de, euh, de déployer, de créer euh, euh, et le moyen d'avoir les transactions de Salesforce. Ça veut dire que si j'ai besoin de plus de transactions, si j'ai besoin de, je peux dire à Heroku, je voudrais plus de ressources. Si j'ai moins de transactions, je peux dire moins de ressources. Donc, laisse-moi vous montrer ça. Pour commencer à bien comprendre Heroku, vous pouvez utiliser le workshop ici, Heroku-workshop de agileforce.co.uk. Il y a aussi une application de Node.js qui est très bon pour un exemple de connecter une application de Heroku à Salesforce. Et ça utilise Node et une module de Node qui s'appelle Enforce pour la connexion Salesforce. Bon. Donc, pour montrer comment c'est fait pour créer une application Heroku, pour commencer, voici mon compte de Heroku. Vous pouvez voir, il y a plusieurs des applications qui sont là. Une chose qui est un peu intéressante, c'est ici, vous voyez bien qu'il y a des applications qui sont en train de dormir. C'est normal parce que après 1 heure de rien d'activité, une application va s'endormir. OK, donc ici, je vais cloner une repositoire de Git. So Git clone. Et le repositoire, c'est celui-là de cette workshop de Agile Force. Voici le lien. Donc, ça va cloner cette repositoire. Oups. Et le voilà. Donc, c'est très simple à présent. Et ici, moi, j'ai déjà installé Heroku Toolbelt. C'est un outil command line pour se connecter à Heroku. Donc, ici, Heroku. Ça, c'est le Heroku Toolbelt, Create. Et c'est tout ce qu'il faut saisir. Je peux aussi le donner un nom, mais je vais le laisser parce que ça va me donner un nom. Donc voilà. Celui-là cette application sera appelée Shrouded Badlands 1250 et je peux le voir immédiatement ici.
Shrouded Badlands. Donc à présent, c'est tout vide parce que c'est en fait une repositoire de Git avec rien dedans. Bon, je continue parce que je peux aussi voir les connexions à Heroku. Heroku Create, c'est très bon parce que la connexion de Heroku va exister automatiquement avec Heroku Create sans rien faire. Donc tout de suite, je fais Git. Il y a une chose que je dois faire pour commencer et c'est pour indiquer comment c'est fait pour avoir un processus de Heroku. Et moi, je l'ai déjà fait. J'ai ici. Voilà. Donc, ça va créer un fichier qui s'appelle procfile. C'est le seul fichier qui est dédié à Heroku. Et pour dernière chose, c'est de dire, c'est de push à Heroku, git push. Ah non, excusez-moi, git status. Oui, donc git add procfile. Et maintenant, git push Heroku master. Ça va faire le push de git à Heroku. Et pour la première fois, ça va détecter c'est quelle sorte d'application. Ça va détecter que c'est une application de Java. Ça va utiliser l'environnement de Java par défaut de Heroku. On peut même utiliser un environnement différent. Si vous voulez une JVM particulier, quoi que ce soit, vous pouvez le préciser, vous pouvez le modifier. Et voilà, c'est fini à présent. Si je reviens à Heroku, je fais la refresh. Et tout en bas, je vois qu'il y a une application. Bon, très bien. Je peux dire Heroku Open. Mais à présent, ça ne va pas marcher normalement parce que... Ah non, ça marche. Voilà. Bon, Hello from Java. Donc, voici l'application par défaut de cette... donc, c'est un petit Hello World. Je vais revenir ici à Sublime Text et j'ai... Oups. Zut alors. Sublime Text Open. Et puis, voici... OK. Ici, dans main.java, je vois cette application très simple, en fait. Donc, hello from Java, hello from Peter, je peux le modifier. Je fais à nouveau git add point, en ce cas. Added, non, updated hello world to hello Peter. Et puis, à nouveau, je fais git push Heroku master. Donc, chaque fois que je fais un git push Heroku, ça va détecter la modification, ça va faire un build, ça va déployer ce qui doit exister. Et lorsqu'il est fini, ça va redémarrer le serveur et je peux voir bien les modifications.
Donc comme ça, vous pouvez avoir très vite une application de votre technologie préférée, même si c'est un service de back-end pour une application mobile, peut-être c'est une application web mobile. Donc il y a plusieurs moyens de l'utiliser. Ok, bon, je vois le temps, c'est juste, j'ai encore 3 minutes. J'ai une petite partie de parler de Mobile SDK, mais je manque un peu de temps. Donc, je vais voir très vite quelles sont les questions. Je vois pas beaucoup. Et qui est encore en ligne? Une certain nombre de personnes. Donc, je crois pour être à l'heure, peut-être c'est mieux de arrêter ici. Je vais simplement vous donner un lien pour commencer une application utilisant le Salesforce Mobile SDK. Ce qui est important de se rappeler, c'est que tout ce que j'ai parlé sur Sockle, il faut l'utiliser pour Mobile SDK parce que c'est le moyen de faire les recherches chez Salesforce. Donc, comme ça, vous allez avoir le bon moyen pour accéder aux données à Salesforce. Il faut simplement utiliser les templates de Mobile SDK. En même temps, si vous avez grand envie de voir Mobile SDK, sera-t-il donc possible d'utiliser Mobile SDK avec une application? Ah, ok. J'ai en fait répondu toutes les questions, je pense. Je ne crois pas qu'il y ait Oui, de questions encore ouvertes. ok. Ok. Bon, très vite. En fait, Mobile SDK, c'est vraiment pour se connecter à Salesforce directement. Le moyen d'utiliser Heroku avec une application mobile, ce qu'on voit normalement, c'est une application en face des clients. Et Heroku, c'est normalement le back-end pour la connexion de cette application. Au lieu de se connecter directement à Salesforce, c'est parfois mieux d'avoir une connexion à Heroku. Et puis, il y a une intégration entre Heroku et Salesforce, on peut utiliser soit avec quelque chose qui s'appelle Heroku Connect, ou on peut le faire avec une intégration entre l'application et Salesforce directement. Mobile SDK, c'est plutôt pour avoir un moyen de connecter une application personnalisée, mais dans une technologie soit native de iOS ou Android, soit une application hybride mobile. Et en ce cas, on peut utiliser hybride local. Ça veut dire on utilise les fichiers web, mais avec un conteneur de Cordova pour l'application. En fait, notre application à nous, Salesforce One, c'est une application hybride. Pour commencer à comprendre comment c'est fait avec Mobile SDK, il y a developer.salesforce.com/mobile. Ça utilise NPM pour télécharger l'application pour la création des templates d'application. Très vite, je peux montrer un projet ici dans Xcode que j'ai créé avec le Mobile SDK. On peut voir ici, ça fait une requête de Sockle. Et lorsque je relance l'application, ça va
ça va relancer, ça va faire une requête et je vais voir les comptes. Bon, je vais supprimer l'application dans le simulateur. J'arrête mon application et je reviens ici et je peux vous montrer si je fais une requête pour rooms. Donc voici room underscore underscore. Si c'est le même objet que je vous ai montré il y a une minute avec Sockle. Select name from room, order by name limit 10. Je vais balancer mon projet. Ça va reconnecter et puis il faut que je me Rooms app. Et puis, dernière fois, je balance le projet et je reviens et voilà Rooms app. Donc, c'est un moyen d'avoir un exemple de comment c'est fait pour se connecter à Salesforce. Si vous êtes développeur iOS, ça va vous aider beaucoup pour commencer à comprendre, se connecter à Salesforce. C'est à vous de créer toutes les vues, toute l'interface et la logique de l'application. Mais normalement, si vous êtes développeur de iOS, on espère que vous avez ces capacités déjà. Et voilà, donc très vite sur Mobile SDK. Et voilà, si nous avons des questions qui restent, pour l'instant, toutes les questions ont été répondues. Est-ce qu'il y a des questions qui sont intéressantes ou peut-être on va simplement terminer le webinaire? Il y a une dernière question de la part de Laura, à laquelle j'ai pas encore répondu et dont je n'ai pas encore connaissance. Oui. Bon, le Mobile SDK, c'est sur iOS et Android à présent. Nous sommes en train de développer Mobile SDK pour Windows Phone, mais je ne crois pas que ça va être en place pour utiliser dans ce concours. Ouais, alors il y a aussi une deuxième question. Au niveau du Mobile SDK, pourra-t-on connecter le Mobile SDK en envoyant des requêtes à une application Salesforce qui, elle, interagirait avec Force.com? Séparer. En fait, le Mobile SDK, c'est vraiment que pour Force.com et ça sert en fait à vous faciliter la vie, notamment pour des services tels que l'authentification, la gestion du offline, notification push et autres. La communication entre Force.com et Heroku, quant à elle, elle se fait grâce à une fonction qu'on appelle Heroku Connect. Et donc ce sont vraiment deux choses séparées. Donc, je regarde la question pour être sûr que j'y ai répondu. Ouais, je pense qu'ici votre question c'est vraiment ça, hein, c'est l'interaction entre Force.com et Heroku. Donc là encore une fois, ça n'a pas de rapport direct avec le Mobile SDK, c'est vraiment quelque chose qui est géré par Heroku Connect. Donc soit vous avez une application mobile dont le back-end est développé sur Heroku, mais il s'avère que vous avez aussi des données clientes, par
par exemple, qui sont reliés, je ne sais pas, à la gestion d'un compte particulier, à des contacts sur un compte particulier, en tout cas des données qui sont reliées à la vente ou bien au marketing, et que vous voulez coupler avec votre application Heroku. Là, effectivement, vous allez utiliser Heroku Connect pour pouvoir faire le lien. Ou l'inverse, vous pouvez aussi avoir une application for.com qui veut interagir avec des données qui sont stockées sur une base de données Postgres, par exemple, qui est accessible via une application Heroku. Et vous le faites aussi avec Heroku Connect. Mais ce n'est pas directement, encore une fois, relié au Mobile SDK. Ce sont deux choses séparées. Donc, j'espère que j'ai été clair dans la réponse. De toute façon, samedi et dimanche, nous serons sur place. Et s'il y a besoin de plus d'informations, on sera heureux d'y répondre. Il y a la question, du coup, le Mobile SDK requiert des connexions SFTP, je veux dire pour les utilisateurs. Et oui, il faut toujours avoir un utilisateur qui correspond à la connexion à Salesforce. Il y a un moyen de se connecter, de créer une API personnalisée anonyme. Donc ça existe, oui, chez Salesforce, mais il faut saisir un peu de code Apex. C'est pas très difficile, mais il y a un tout petit peu de travail pour le mettre en place. Mais normalement, oui. L'authentification à SFTP, c'est quelque chose qu'il faut. Merci beaucoup, en tout cas, Peter et Raouf. C'était très intéressant. Pour les participants, n'hésitez pas à passer par ma boîte mail, cdemarniac@bemyapp.com ou par Slack. Je suis Constance sur Slack. Si jamais vous avez des questions, je pourrais les faire passer à Peter et Raouf sans problème. Et puis, de toutes les façons, on pourra les retrouver ce week-end si jamais vous pouvez passer au hackathon à Paris. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous Oui. tous. Et à Merci. très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.